Bien, je vous salue les amis. Nous allons continuer nos séries de formations sur les cours de calcul des structures à la main. C'est une formation qu'on avait commencé ensemble avec vous les amis. Donc nous travaillons sur un projet d'un bâtiment R+5. C'est un bâtiment à usage d'habitation. On avait donc réparti cette formation sur base de 5 chapitres. Donc jusque-là, nous avons déjà vu 4 chapitres. Donc nous voici maintenant à terme en train de décortiquer le dernier chapitre qui est justement l'escalier et l'ascenseur. Alors j'aimerais encore une fois de plus les amis vous rappeler de vous abonner rapidement sur notre chaîne YouTube, liker nos contenus, partager ainsi que commenter. Dans les jours qui viennent, vous aurez également d'autres séries de formations très performantes qui pourra donc vous aider de vous améliorer encore une fois de plus. Alors je mets tout ça à la portée de tout le monde juste pour aider notre communauté. Alors en titre de rappel, je vais essayer un peu de vous rappeler encore une fois de plus le projet que nous sommes en train de traiter ici. Comme je l'ai dit, donc c'est un bâtiment R+5 à usage d'habitation. Alors pour essayer un peu de vous rafraîchir rapidement les mémoires, donc j'aimerais que vous puissiez voir d'abord la vie en plan aménagé. Ok? Donc c'est ça la vie en plan aménagé de ce projet. Alors dans sa composition, vous allez remarquer très bien, c'est un bâtiment, c'est un plan type. C'est un plan type, donc vous avez des appartements. Ok, un appartement à gauche et puis l'autre à droite ici. Mais la particularité de ces projets, c'est comme je l'avais dit déjà au début, et que dans sa conception, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le vide mezzanine au milieu ici. Et puis de l'autre côté, vous avez donc un corridor qui va juste permettre à ce que la circulation soit beaucoup plus fluide ou facile. Ok, quand je dis fluide, c'est-à-dire que pour ne pas réserver seulement, je sais pas, un espace qui sera donc très petit, qui va faire de manière à ce que la circulation ne soit pas du tout normale, dans le sens où il n'y a pas assez d'espace. Ok, donc raison pour laquelle dans la conception, on avait donc pensé d'avoir ce qu'on appelle donc les corridors. Voilà. Maintenant, à part ça également, je peux vous montrer rapidement aussi la vue en plan, par exemple, côté. Donc là, vous avez la vue en plan, première, étage, deuxième, troisième, quatrième ainsi que cinquième, côté bien sûr, puisque c'est un plan type, comme je l'avais dit. Ok. Voilà, ça c'est un plan type. Là, c'est au niveau justement des étages, hein, mais je pourrais également vous montrer la partie rez-de-chaussée, comme ça, vous aurez une idée claire de ces bâtiments. Voilà. Alors, je vais vous montrer également la partie rez-de-chaussée. Voilà, là, je suis maintenant au niveau du rez-de-chaussée. Vous allez voir que au niveau du rez-de-chaussée, par exemple, j'ai donc deux rampes ici. Ok, j'ai deux rampes. Et puis, vous avez dans la porte, juste à l'entrée. Et puis, vous entrez directement à hall commercial, puisque dans sa partie rez-de-chaussée, vous avez des boutiques ainsi que des pharmacies, mais aussi des dépôts pharmaceutiques, à gauche tout comme à droite. Ok? Mais seulement dans sa conception, j'avais prévu également l'escalier. Mais néanmoins, à part l'escalier, il y a aussi l'ascenseur là-dedans. Ok? Donc déjà jusque-là, nous avons vu donc 4 chapitres, c'est-à-dire qu'on a presque tout vu. Ça reste que le dernier chapitre, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc l'escalier. Ok? Nous allons voir maintenant comment calculer cet escalier droit. Ok? Comment le calculer bien sûr à la main. Quand je dis calculer, c'est pas sur Robot Structural Analysis, puisque ça c'est une formation donc des cours de calcul des structures à la main. Je vais vous montrer comment calculer un escalier droit à la main, et après on pourra voir également l'étude sur l'ascenseur. Ok? Voilà, donc les amis, je pense que tout est dit. Nous allons directement passer rapidement au vif du sujet, comme ça nous allons travailler ensemble avec vous. Abonnez-vous déjà massivement comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faut seulement retenir dans cette formation, je suis en train d'utiliser donc les documents ou les livres de Baël, donc ça dit béton armé Baël 91 modifié 99 DTI associé. Ok, donc c'est ça les documents que j'ai utilisés en fait, puisque je travaille suivant la norme de Baël. Alors si vous avez besoin de ces documents, écrivez-moi, comme ça je vais vous les partager. Hormis ces documents, j'ai utilisé aussi cet abac. Ok, l'abac, ce qu'on appelle l'abac de Marcus. C'est un abac que j'ai utilisé, donc justement pour nous permettre à ce que les calculs des panneaux soient donc bien faits. Ok? Alors si vous avez également besoin de cet abac, écrivez-moi, comme ça je peux directement vous
le partager. Soit écrivez-moi moi-même par WhatsApp ou carrément par mail. Comme ça, vous l'aurez sans problème. C'est très, très, très important. C'est très important, les amis. C'est comme je l'ai dit chaque fois. Oui, c'est bon. Tu peux être très fort, peut-être dans les dimensionnements, à travers, bien sûr, les logiciels. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais néanmoins, il faut aussi faire un effort de maîtriser quand même les calculs des structures à la main, puisque ça va vous aider. Voilà. Donc, les amis, je pense que cela est dit. Alors, maintenant, par où il faut commencer à ce qui concerne d'abord l'escalier. Nous allons donc commencer d'abord avec l'escalier, comme ça l'ascenseur, on pourra voir ça plus tard ou carrément peut-être seulement aujourd'hui, ou voire même demain ou après-demain. Bienvenue sur Jinkuna Tutoriel et grandissons ensemble. Nous allons donc grandir ensemble sur notre chaîne YouTube Jinkuna Tutoriel à travers donc cette formation des calculs des structures à la main. Par où l'ingénieur peut commencer afin de calculer l'escalier. Alors, la première des choses, il faut d'abord comprendre en fait la terminologie de l'escalier. C'est quoi d'abord un escalier? On va essayer un peu de lire quelques définitions que j'ai mis afin d'avoir une idée avant même que nous puissions donc calculer cet escalier. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir à ce qui concerne la terminologie, par définition, en fait, un escalier, c'est donc un ouvrage architectural constitué d'une suite régulière de marches permanentes, ok, des marches plutôt qu'est-ce que je dis, des marches permettant donc la circulation verticale dans un bâtiment. Je réponds, un escalier est un ouvrage architectural constitué d'une suite régulière de marches permettant la circulation verticale dans un bâtiment. Il peut être fait de différents matériaux, entre autres, on peut utiliser par exemple pierre, ça peut être donc en pierre, en bois, en métal, en béton armé, et tout. Alors, maintenant, déjà par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez par exemple un ingénieur en train de réaliser par exemple un escalier donc en pierre. Ok, cela est possible. Tout comme on peut réaliser également un escalier en bois, cela est possible, tout comme un escalier métal aussi. Mais pour notre cas d'aujourd'hui, nous allons voir donc comment calculer ou dimensionner en fait un escalier en béton armé. Alors, le point B, comme je l'ai dit, donc la terminologie d'un escalier. Il faut savoir qu'à ce qui concerne sa terminologie, nous avons quelques parties ou quelques éléments importants qui constituent donc un escalier. Nous avons premièrement ce qu'on appelle une volée. C'est quoi en réalité une volée? Une volée est une donc portion d'escalier constituée de marches et comprise entre deux plateformes consécutifs. Ok, entre parenthèses, paliers. Je réponds, une volée est une portion d'escalier constituée de marches et comprise entre deux plateformes consécutives, paliers. C'est-à-dire, vous avez par exemple un palier d'arrivée et un autre palier, par exemple, des repos. Ok? Donc, justement, ce qu'il faut comprendre, la succession, ok? C'est-à-dire, je peux dire comment? La succession, ou je dirais même cette longueur, ok? Justement, des volets qui existent entre les paliers des repos, ou soit avec les paliers d'arrivée, c'est ce qu'on appelle donc une volée. C'est ça la volée en fait. À part ça, vous avez également ce qu'on appelle un palier. Un palier en réalité est une plateforme ménagée à l'étage, ok, accédant donc aux portes palières. La plateforme intermédiaire,
ok, s'appelle palier donc des repos. C'est exactement ce que je viens de dire. Puisque quand on dit seulement palier, il faudrait que l'ingénieur puisse donc déterminer s'il s'agit de quel type de palier. Est-ce que c'est un palier de départ, c'est un palier de repos, ou bien c'est un palier d'arrivée. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir au moins, un palier est une plateforme ménagée, ok, à l'étage, bien sûr, accédant donc aux portes palières. La plateforme intermédiaire s'appelle justement palier de repos. À part ça, vous avez également ce qu'on appelle le jour. C'est-à-dire un jour, par exemple. C'est quoi ce qu'on appelle un jour? Un jour, c'est donc l'espace vertical, laissé par les volets, ou le vide central, ok, dans la case d'escalier. C'est-à-dire quoi? Je vais faire l'illustration ici pour que ça soit clair. En réalité, ça, c'est ce qu'on appelle le palier. Ça, c'est que je trace ici. Ok? C'est ce qu'on appelle donc le volet. Exactement donc ce que vous voyez ici. Ok? J'ai deux volets là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle le volet, donc le 2. Ça, j'ai une volée. De l'autre côté, également une volée. Mais ça, c'est les paliers. C'est les paliers. Donc, si par contre que c'est au milieu, c'est ce qu'on va donc appeler le palier de repos. Ok? De l'autre côté, je peux nommer ça soit comme palier de départ, ou voire même palier d'arrivée, si je veux. Palier d'arrivée. Ça, donc, c'est une volée. Donc, j'ai deux volets. Les jours, maintenant, c'est ça. Cet espace, c'est ce qu'on appelle les jours. Ok? Donc, je reviens rapidement là-dessus. Donc, je suis en train de dire que en jour, donc, c'est un espace vertical laissé par les volets. Ok? Par les volets, donc les deux volets, comme j'ai montré. Ou le vide central dans la case d'escalier. Alors, à part les jours, il y a également ce qu'on appelle une échappée. En réalité, c'est quoi une échappée? Une échappée n'est rien d'autre que, ok, la hauteur des passages. La hauteur des passages. Ok, ça dit prise verticalement entre justement le nœud des marches et la partie inférieure du plancher ou de la volée au-dessus. Je réponds. Une échappée est la hauteur des passages prise verticalement entre le nœud des marches et la partie inférieure du plancher ou de la volée au-dessus. Ok? Là, d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment simple. Et après, il y a aussi la marche. C'est quoi une marche? Une marche est une surface horizontale sur laquelle on pose le pied. C'est simple, non? C'est-à-dire, la marche se définit dimensionnellement par son émarchement, son giron et sa hauteur. Ok? Et sa hauteur. Et la marche du bas et la marche de départ. Celle du haut est justement la marche d'arrivée ou marche palière. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Là d'ailleurs, je n'ai rien à dire puisque c'est vraiment simple. Quand je dis marche, vous savez très bien ce qu'on appelle une marche. Donc en fait c'est ça. Ok? Voilà. Maintenant, là également, il y a une mention que je fais ici. La marche est constituée de quoi en réalité? Puisque c'est vrai, on peut beau parler de la définition, on peut beau comprendre la définition d'une marche, mais il faudrait que l'ingénieur doit être à mesure également d'avoir cette bonne précision de savoir si la marche est constituée de quoi, par exemple. Là, nous sommes d'abord au niveau de la théorie, comme ça on pourra calculer dès qu'on finit tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir est que la marche est constituée par, premièrement, ce qu'on appelle un nœud de marche. Par un nœud de marche. C'est quoi en réalité un nœud de marche? Un nœud de marche, donc, est la partie de la marche, ok, en saillie sur le nœud, justement, de la contre-marche. C'est ce qu'on appelle nœud de marche. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, justement, un collet. C'est quoi un collet? Un collet, justement, est le petit côté d'une marche balancée. À part ça également, il y a
maintenant une contre-marche. C'est quoi une contre-marche? Le contre-marche ou une contre-marche, la contre-marche en fait est la partie verticale entre deux marches. Ok, la partie verticale entre deux marches, c'est ce qu'on appelle la contre-marche. Donc c'est simple. Je peux prendre seulement ici, c'est ça donc la contre-marche. Vous avez deux marches, marche, c'est ça la contre-marche. Alors, après ça, vous avez également ce qu'on appelle justement une paillasse. Ok? Vous avez donc ce qu'on appelle une paillasse. C'est quoi en réalité une paillasse? À ne pas confondre une paillasse et ce qu'on appelle donc une volée. En réalité, une volée, c'est ça. Quand on parle de volée, on voit beaucoup plus la largeur de l'escalier. Ok? Mais tandis que là, la paillasse, c'est tout ça. C'est tout ça ce qu'on appelle la paillasse. Ok? C'est ça la paillasse. Mais tandis que voler, on voit justement cette partie, sa largeur, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, je vais revenir rapidement sur la paillasse, comme je l'ai dit. C'est quoi la paillasse en réalité? Dans le cas des escaliers en béton, elle constitue justement la dalle en pente, intégrant donc le marche d'une volée. Vous voyez? Par exemple, ici. Vous avez par exemple ça. Ça peut être considéré comme marche de la première volée, marche de deuxième volée, ok? Mais tandis que maintenant la paillasse, c'est cette partie donc horizontale. Ici, généralement, c'est un peu oblique, ok? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Après, maintenant, je vais continuer. Il y a aussi ce qu'on appelle donc les girons, ou les limons plutôt. Les limons, je ne suis pas encore au niveau du giron, donc je parle d'abord des limons. C'est quoi un limon? Un limon, en fait, c'est une pièce d'appui, ok? Ou communément également poutre qui permet justement de tenir le marche de l'escalier, ok? Et à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle justement une crémaillère ou crémaillère. Les crémaillères, c'est quoi? Une crémaillère, en fait, puisque quand c'est plusieurs, on parlera donc de le au pluriel. Une crémaillère, c'est quoi en réalité? C'est une pièce d'appui soutenant bien sûr le marche et les contre-marches, suivant l'angle de l'escalier. Souvent placée contre le mur d'appui et se différenciant justement du limon par le fait qu'elle est découpée suivant le dessous de marche et l'arrière des contre-marches. C'est vraiment simple, non? Là, c'est pas compliqué. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle donc les girons. C'est quoi maintenant les girons? Les girons n'est rien d'autre que la distance horizontale entre le nœud de deux marches consécutives. Dans le cas d'escalier balancé, les girons se mesurent sur la ligne de foudre. Ok? Voilà, je crois jusque là déjà c'est bon, c'est simple. En fait, vous avez également ce qu'on appelle le marchement. En réalité, c'est quoi le marchement? Le marchement représente donc la largeur de l'escalier dans le cas de marche non balancée. Ok? Et après, vous avez également ce qu'on appelle une hauteur de balance. Une hauteur de balance. Et donc la distance verticale qui sépare deux nœuds de marche successives. Ok? Voilà, donc là c'était justement pour essayer un peu d'expliquer en fait la définition, ok, justement de l'escalier ainsi que les parties essentielles d'un escalier. Le deuxième point maintenant, nous allons voir rapidement la présentation des différentes dimensions. Parce que ça c'est clair. On ne peut pas calculer ou dimensionner un escalier seulement comme ça, sans pourtant savoir les dimensions y afférentes. Alors, déjà en termes de dimensions, c'est qu'il faut comprendre au moins que tout est fonction de la conception. Par exemple, dans notre projet ici, ok, dès que vous zoomez, vous allez voir que les cotations sont là. Alors, je sais très bien la largeur, par exemple, ou bien je sais très bien donc la distance, ok, des paliers d'ici jusque là, si ça fait combien. C'est juste question de regarder donc la cotation ici, ok, et tout ce qui va avec. Donc, c'est-à-dire, tout est bien coté. Par exemple, ici, la case de l'escalier, d'après bien sûr la conception de notre immeuble, il a été prévu, ok,
5,35 m pour la largeur, pour la longueur plutôt de la cage. 5,35 m. C'est-à-dire, si je viens ici, vous allez voir que ici, jusqu'ici, ça fait 5,35 m. Puisque là, c'est 7,54 m. Donc, il faut maintenant déduire cette partie. Si j'ai déduit cette partie, vous allez voir que ça va rester donc 5,35 m. La deuxième donnée ici, vous avez donc 2,05 m pour la largeur justement de la cage. C'est très important de savoir ça. Ok? C'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que la section de la cage est connue. J'ai donc la longueur qui est de 5,35 m ainsi que la largeur qui est de 2,05 m. La largeur aussi, pour en savoir, c'est juste question de venir ici. Ok? Vous allez voir qu'ici jusque là, ça fait exactement 2,05 m. Alors, notre escalier maintenant comprend des volets, puisque c'est un escalier droit. Donc, j'ai des volets de l'escalier. Alors, il y a aussi un palier de repos, de largeur bien sûr de 1 mètre. De largeur d'1 mètre. Donc, je peux encore rentrer ici pour vous le montrer très bien. Vous allez voir que c'est... Voilà, largeur 1 mètre. Ok, donc ici, jusque là, ça fait 1 mètre. De largeur 1 mètre. Voilà. À part ça, maintenant, j'ai également... donc, comme je viens de dire là-dedans, il y a un palier de repos de largeur 1 mètre et de longueur 2,05 m. Donc, sa longueur, c'est justement la largeur également de la cage de l'escalier. 2,05 m. Alors, en termes de dimension, maintenant, dimension pour une volée, c'est-à-dire la longueur d'une volée est de 2,70 m. Sa largeur est de 0,95, c'est-à-dire y compris le jour. Vous voyez? Donc, j'ai un peu ça. Alors, cela revient à dire quoi ici? Si je prends 0,95, ok, je prends 0,95 moins. Qu'est-ce que je fais? 0,95, oui, exact. Soit je peux prendre d'abord 2 mètres, attendez, je peux prendre même 2 mètres 0,5 moins 0,95. Voilà, ça me donne une valeur de 1,1. Vous voyez, ça me donne une valeur de 1,1. Mais tandis que maintenant, si je prends 0,95, je fais ça par 2, 0,95 fois 0,95, ça me donne, attendez, qu'est-ce que je fais? Ça sera l'addition, 0,95 plus 0,95. Voilà, ça me donne 1,9. OK? Maintenant, je fais ça moins 2,05. Voilà, donc 0,15. Donc, je comprends directement l'espace qui va rester entre les deux volets. Voilà, donc, et puis maintenant, la hauteur sous plancher, voilà, pour notre cas, est de 3 mètres. OK? Les jours sera de combien? De 0,15. Donc, les 15 cm comme calculé ici. C'est les 15 cm que vous voyez ici. Vous voyez, c'est les 15 cm. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? La première des choses ici, je suis obligé d'abord de calculer rapidement, de trouver donc ce qu'on appelle la hauteur, justement, du plancher au palier des repos. OK? La hauteur du plancher au palier des repos. C'est-à-dire quoi? Pour trouver ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, je sais que la hauteur sous plancher est de 3 mètres. Alors, pour avoir justement la hauteur du plancher au palier des repos, donc je suis obligé de prendre que les 3 mètres divisé par 2. Ça me donne directement une hauteur de 1,50 m. Donc, je sais que la hauteur jusqu'au palier des repos sera justement de 1,50 m dans chaque niveau. OK? Voilà. Et après, maintenant, vous avez donc le marche et contre-marche. Alors, maintenant, à ce qui concerne, par exemple, la hauteur, OK, la hauteur des contre-marches, déjà, nous le savons très bien, selon bien sûr les normes. La norme nous dit que la hauteur des contre-marches varie normalement entre 14 et 18 cm. D'autres personnes utilisent beaucoup plus 15, donc, mais ça varie entre 14 et 18 cm. OK? Alors, par rapport à notre cas ici, nous la fixons justement à 15 cm. Donc, c'est pour dire que la hauteur des contre-marches optée ici, donc, sera justement de 15 cm. OK? Alors, maintenant, je peux calculer directement le nombre de contre-marches. Comment je serai à mesure de calculer maintenant le nombre de contre-marches? Alors, sachant bien sûr la hauteur déjà
la hauteur de, je peux dire comment, la hauteur du palier des repos, ok, qui est justement de 1,50 m, donc de 150 cm, puisqu'on a pris les 3 mètres divisé par D. Alors, si je veux trouver, par exemple, le nombre des contre-marches, eh ben, je suis obligé simplement de prendre donc les 150 cm, je le divise maintenant par la hauteur de contre-marche, qui est justement de 15 cm. Ok, alors si vous prenez, par exemple, les 150 ici, vous les divisez par 15, vous allez trouver donc le 10 contre-marche ici. Donc, c'est pour dire qu'à ce qui me concerne ici, j'aurai en réalité au total donc 10 contre-marches. Ok? J'aurai donc 10 contre-marches. Voilà. Après ça, également, je peux trouver maintenant le nombre de marches. Alors, la formule nous dit que le nombre de marches, ok, doit être égal donc à 10 moins 1. Ok? Puisque c'est n moins 1. Si je remplace directement n par sa valeur, ça dit n, c'est 10. Ok? Le nombre de contre-marches, c'est 10. Alors, je fais maintenant moins 1 et je trouve directement 9 marches ici. Ok? Alors, après maintenant, je vais passer directement sur les girons. Comment peut-on calculer donc les girons? Alors, on nous dit ceci. La formule de Blondel donnant justement la relation entre la hauteur des contre-marches et les girons est donnée justement par cette formule. C'est-à-dire, le 2 multiplié par h plus le j, ok, doit être égal à 60. Donc, sera égal justement à 60 à 64. Ok, c'est ça dans la formule. C'est pour dire quoi? 2 multiplié par h plus g doit être égal à 60, soit à 64. Donc, c'est entre 60 et 64. Vous voyez? 60, 61, 62, 63 et 64. Alors, pour notre cas ici, nous fixons, par exemple, à 60. C'est pour dire que 2 multiplié par h plus g égale à 60. Alors, maintenant, regardez comment je vais calculer. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Donc, je prends le 2 multiplié par h plus j sera égal à 60. Alors, or, pour notre cas ici, déjà, on avait calculé. Nous savons très bien que les h ici trouvés, ok, pour notre cas, les h est justement de 15 cm. Ok, les h est de 15 cm cette hauteur. Alors, je peux que remplacer directement ici. Donc, cela revient à dire quoi ici? Donc, j'aurai en réalité 2 multiplié par 15 plus g. Ok? Alors, maintenant, à ce niveau ici, maintenant, doit être égal à 60. Alors, si je tire maintenant g, je tire g, donc g sera égal à 60. 2 multiplié par 15. Ok, qu'est-ce que je dis? Donc, 2 multiplié par 15, ça me fait 30. Ça passe de l'autre côté, ça sera donc négatif. Ok? Donc, cela stipule que j'aurai maintenant 60 moins 30. Alors, dès que je calcule 60 moins 30 ici, ça me donne encore 30. Ça me donne directement une valeur de 30 cm. Ok? Donc là, j'ai calculé déjà les girons dont je n'ai pas de problème. Ensuite, pour 9 marches maintenant, on a donc une longueur justement de L qui sera égale à 9, qui est justement le nombre de marches, multiplié par 30. Ok? Donc, dès que je remplace 9 multiplié par 30, ça me fera combien? Une valeur de 2,70 cm. 2,70 cm. Ok? Alors, maintenant, comment vous serez donc à mesure maintenant de calculer la pente de l'escalier? C'est aussi simple. Nous savons que pour calculer la pente de l'escalier, ça sera donc les tangentes donc alpha doit être égal à h sur g. Le h est connu, qui est égal à 15, donc je remplace directement h par sa valeur. Le g est connu, qui est égal à 30, je remplace directement, donc je fais directement 15 divisé par 30. Ok, ça me donne donc une valeur de 0,5. Alors, je trouve maintenant l'angle alpha de 0,5. Je trouve donc 26,56 degrés. Donc, c'est pour dire que la pente ici, ça sera donc de 26,56 degrés, inférieur à 45, inférieur à 30. Ok? Maintenant, je passe au niveau de l'épaisseur de la dalle. En réalité, comment maintenant je peux prédimensionner rapidement l'épaisseur de la dalle de la paillasse ou de l'escalier? C'est-à-dire que l'épaisseur de la dalle devra vérifier justement l'équation ci-après. 1 sur 35 multiplié par L' doit être inférieur ou égal à E inférieur ou égal à 1 sur 25.
multiplié par L'. Alors, pour notre cas ici, il faut comprendre que où L' et L' c'est quoi justement? Donc, L' est justement donc la longueur rabattue. C'est la longueur donc rabattue. Pour notre cas ici, la longueur rabattue, telle qu'est calculée, nous avons trouvé donc une longueur de 2,70 m, donc 270 cm. Ok, la longueur qu'on a trouvée ici. Donc, raison pour laquelle vous allez comprendre, les amis, c'est très important. Lorsque vous calculez un escalier à la main, c'est très important d'abord de calculer ou de commencer d'abord avec la longueur rabattue ici. C'est très important de la calculer. Alors, maintenant, je peux que remplacer. Cela veut dire quoi? Dès que je remplace ici, L par sa valeur, déjà, de l'autre côté, j'aurai combien? Donc, j'aurai en réalité 2,70 m, donc je prends ça en mètres. 2,70 m, bon, je peux prendre en mètres, soit en centimètres, hein, donc je prends 270, que je vais diviser par 35. Ça me donne une valeur de 7,7, que vous voyez ici, centimètres bien sûr, inférieur ou égal à E. Et puis là, j'aurai également 270 que je vais maintenant diviser cette fois-ci par 25. Ça me donne une valeur de 10,8 cm. OK? Et donc, après ça, le PCR est calculé. Maintenant, je peux passer rapidement sur la paillasse. OK? Donc là, j'ai trouvé déjà l'épaisseur. Alors, la première des choses à faire à ce niveau, c'est quoi? Là, maintenant, je vais commencer d'abord avec la longueur, justement, de la paillasse. Comment trouver la longueur L de la paillasse? Alors, la formule nous dit ceci. Pour trouver directement, donc, la longueur de la paillasse, le L sera tout simplement égal à quoi? C'est comme vous le savez, donc, c'est un triangle. OK? C'est comme on avait fait lorsqu'on était en train de calculer, justement, dans la rampe ou la pente que je vous avais montré, je crois, il y a 2 jours passés comme ça. La même procédure. Donc, vous avez donc un triangle, ok, que je peux encore illustrer rapidement ici. Vous avez donc un triangle ici. Voilà. Ok. Comment maintenant trouver ça? Ok. Donc, tout en respectant les principes ou les théorèmes de Pythagore, nous savons que pour trouver directement donc la distance L ici, ok, tout en sachant donc les côtés opposés et les côtés adjacents, c'est-à-dire, ça sera tout simplement la somme, les racines carrées de la somme des deux côtés élevés au carré. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, le L sera égal à la racine carrée. OK? Des deux côtés élevés au carré, donc j'aurai 2,70 m ici. 2,70 m, donc le 2,70 m qu'on avait calculé, hein. OK? Donc là, ça fait 270 cm. Donc, je prends ça maintenant, donc, en mètres, ça sera donc 2,70 m. OK? Et puis, la hauteur jusqu'au niveau de palier des repos est de 1,50 m, donc ça sera 1,50 carré. Dès que je calcule, je trouve maintenant les racines carrées de 950, des racines carrées de 9,54. Je calcule ça et je trouve directement la valeur de 3,089 mètres. Voyez, donc c'est pas compliqué les amis, c'est vraiment facile. Alors, une fois que vous terminez maintenant de calculer la longueur justement de la paillasse, alors voici maintenant la configuration de l'escalier que je suis obligé et donc de dimensionner. Vous voyez maintenant sa configuration. Vous avez le nombre des marches, donc on avait trouvé justement 9 marches. Les contre-marches étaient 10. Nous avons trouvé plutôt donc le nombre des contre-marches, oui, ainsi que toutes les dimensions nécessaires. OK? Voilà. Étant donné que cela est fait, ça vous avez par exemple la coupe, une coupe AA que je fais déjà dorénavant. Alors, maintenant, si vous voulez voir ça en vue, donc en vue justement en plan pour que ça soit beaucoup plus clair, regardez maintenant la coupe que je fais ici. La coupe que je fais ici. OK? Voilà, c'est comme ça que vous aurez donc une bonne approche. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. La hauteur ici, ça fait 1,50 m. 1,50 m. Total, ici, on avait dit que la hauteur sous plancher est de 3 mètres. Là, on a trouvé 2,70 m. 85 plus ça. OK? Et puis 1 mètre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça.
Donc, dès que vous remplacez ici, vous calculez directement. Je trouve la valeur de 269 newtons. OK? Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je passe maintenant au niveau de béton. Béton, bien sûr, de marche. Ça sera égal à quoi ici? Donc, étant donné que la largeur est de 95 cm, donc j'aurai 0,95 multiplié par, OK? Donc, la hauteur multiplié par cette distance de 30 ici, sur 2, multiplié maintenant par la masse volumique du béton armé. OK? Et puis, je trouve directement la valeur ici du béton de marche. Je fais la même chose aussi pour la dalle paillasse. C'est simple également. Je calcule, je trouve directement sa valeur. Je calcule aussi pour l'enduit. Sous paillasse, je trouve sa valeur. Aussitôt terminé. Donc là, c'est simple. Donc, je suis en train de calculer d'abord je suis au niveau de la charge permanente. Le poids d'une marche. Je valide d'abord le poids d'une marche. Je calcule les tout. Et après, maintenant, dès que je finis, eh ben, je suis maintenant obligé d'associer toutes les charges. Charge totale pour marche. OK? J'additionne dans le tout. C'est-à-dire, j'ai trouvé une valeur de 1734 newtons, c'est-à-dire la charge totale sur la surface d'une marche sera égale, donc c'est l'addition de tout ça, donc ça me donne directement cette valeur ici. Maintenant, étant donné que la charge totale d'une marche est connue, moi j'ai 9 marches, donc je ne peux que prendre cette valeur multipliée par 9 et je trouve directement le poids maintenant total ou la charge totale de toutes les 9 marches. OK? Alors, je fais la même chose aussi pour la charge de la dalle, bien sûr par mètre carré. OK? Là, vous avez donc la longueur non rabattue. Je calcule également, je trouve sa valeur. Je calcule maintenant la largeur d'une volée. OK? Je remplace. OK, dans le poids. Là, je parle maintenant d'une volée. La valeur totale est là sur sa surface ici. Et je trouve directement la valeur que vous voyez ici. Alors, charge maintenant sur le palier des repos. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Je vais essayer un peu d'aller maintenant rapidement. Charge sur le palier des repos, je fais la même chose. Donc, je valide d'abord le poids propre de la dalle. OK, donc, la dalle, on avait trouvé donc la paillasse, on avait trouvé l'épaisseur de 10. Je valide ça. Et puis, le revêtement sur la dalle aussi, je valide. La charge permanente totale, je trouve la valeur de 3760 kN par mètre carré. La charge d'exploitation utilisée, donc la même charge d'exploitation, de 4000 Newtons par mètre carré. Alors là, maintenant, je fais la combinaison en élit. OK? Alors, la charge totale sur la paillasse vaut donc, sur la paillasse par exemple, donc on aura justement le 1.35 plus le 1.5 Q. OK? Dès que j'en cherche directement le valeur avec la pondération, voilà ce que je trouve. Je fais la même chose également sur le palier. Là, c'est sur la paillasse. Là, maintenant, sur les paliers, je trouve exactement ça. OK? Après avoir, bien sûr, calculé. Alors, étant donné que je finis, maintenant, ça me donne directement l'aperçu clair de deux valeurs que moi je cherchais. J'ai la valeur sur la paillasse. J'ai également la valeur ou la surcharge sur le palier. Je viens ici maintenant pour le remplacer directement. OK? Dans cette poutre. OK? C'est comme une poutre reposant sur des appuis. OK? Donc, la plus grande valeur, c'est à ce niveau ici. Alors, à partir de ça maintenant, eh ben, je peux directement donc calculer. Le calcul est simple. Là, vous avez donc un appui. OK? Vous avez justement une poutre reposant sur 3 appuis. Vous avez deux travées, donc c'est beaucoup plus simple. OK? Dans la méthode de résolution ici, donc j'ai utilisé tout simplement la méthode des 3 moments. OK? La méthode des 3 moments, donc je pose directement. C'est vraiment simple. Donc, il y a possibilité même de calculer ça également rapidement sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc je calcule rapidement. Là, j'aurai justement le 1 mètre ici. OK? Multiplié par les moments au point A, le MA, plus 2 multiplié par le 1 mètre, plus la deuxième portée 2,70 m, multiplié par les moments au point B, plus le 2,70 MC, c'est-à-dire moment au point C, sera égal directement moins 1 quart, ainsi de suite. Donc, je remplace. OK? Déjà, je sais qu'aux extrémités, moment au point A sera nul, moment au point C également sera nul. Donc, je
calcule directement. Voilà, donc j'ai cette équation. Alors, ça me permet de trouver directement le MB. Vous voyez, excusez. De trouver dans le MB. Dès que je trouve le MB, je calcule, voilà, maintenant la vraie valeur de MB trouvée. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant l'effort tranchant et les moments entravés. L'effort tranchant et les moments entravés, je prends d'abord au niveau de la première travée, donc travée AB. Ok, je valide rapidement, c'est comme on l'avait fait lorsqu'on était en train de calculer les poutres longitudinales ainsi que les poutres transversales. Je crois que c'est vraiment simple ça. Donc ça sera justement le PL sur 2. Ok, donc je remplace, je trouve directement la valeur ainsi que le moment au point AB. Voilà, le moment est là. Je fais la même chose aussi au deuxième travée BC. La même procédure, donc je remplace, je trouve directement. Et puis ça me permet de tracer rapidement le diagramme des moments et des efforts tranchants. Ok? Donc dès que je trace, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Vous avez directement le diagramme de ma fléchissant. Ok? Et l'on lit. Comme on avait dit, moment au point A est nul, moment au point C est nul. Vous voyez, donc dès que je descends maintenant, là, ça me permet maintenant de calculer rapidement. Et donc, de faire maintenant les calculs des armatures. Alors, pour la paillasse, par exemple, pour une tranche de 1 mètre, de largeur justement de la dalle, on a comme donné justement les caractéristiques des matériaux sont le béton, par exemple, le FC28, qui est égal à 20 mégapascal, tel qu'il est utilisé, le FBI, serait égal à 11,3 mégapascal. L'acier, toujours FE 400, avec FEU, égal à 348 mégapascal. Ok? Les données, je sais que la hauteur, telle qu'elle est trouvée dans les H, était de 10 cm. L'enrobage ici, le C, ça sera de 2 cm. Ok? Ceci implique donc 2 sera égal à 8 cm. C'est-à-dire le 10 moins 2. Ok? Le 10 moins 2. Ça fait 8 cm. Bande d'1 mètre dans le 100 cm. Alors, pour la paillasse, par exemple, le MI, tel qu'est calculé, nous avons trouvé le MI égal au moment au point BC, qui est égal à 7976 Nm. Alors, je calcule maintenant le moment réduit, donc le mi. Je trouve la valeur de 0,110. Ok? Je trouve, donc, cette valeur est inférieure à 0,186. Je tombe dans le pivot A. Ok? Dans les 10% là. Je calcule maintenant l'alpha, comme on a souvent l'habitude de faire. Je trouve la valeur de 1,103. Je calcule aussi le Z, c'est-à-dire les bras de levier. Là, je calcule, je trouve la valeur de 4,46 cm. Je calcule maintenant la section d'armature. Donc, j'aurai la valeur de moment ici, le MBC, sur 348 multiplié par 4,47. Je trouve la valeur, la section de 5,13 cm². Donc, soit une section réelle de 5,50 cm². Donc, on a opté pour cette barre de 10 par mètre. Vous voyez? Cette barre de 10 par mètre. Alors, après ça, maintenant, les armatures de répartition. Armature de répartition, la formule est là, donc ça sera égal à 1 quart de A. Ok? Donc, ceci implique, dès que je remplace par la section ici, je trouve une valeur de 1,38 cm² par mètre, soit une section réelle de 1,51 cm² par mètre, avec 3 barres de 8. Ok? Très petit. Donc ainsi, on adopte tout simplement la section minimale de 4 barres de 8 pour une section de 2,01 par mètre. Ok? Espacé justement de 33 cm. Alors, je viens maintenant au niveau de palier de repos. Donc, données communes que précédemment, donc le même donné. Mais seulement ce qui concerne le MU, c'est-à-dire le moment, ça sera cette fois-ci le moment au point BC. Ok, le moment au point BC. Ok, c'est ça la valeur. Voilà, ça la valeur donc. Alors, la valeur des moments. Là, je peux directement calculer maintenant le moment réduit. Calculer le moment réduit, je trouve une valeur de 0,009. Ok, toujours inférieur à 0,186, pivot A toujours. Je calcule l'alpha, je trouve la valeur de 0,011. Je calcule maintenant le Z, ça donne, je trouve une valeur de 7,96. La section d'armature ici, j'ai trouvé la valeur de 0,22 cm. Ok, cm² bien sûr. Donc cette section étant très faible, puisque c'est vraiment une section très faible, nous adoptons tant pour les armatures principales
que celle de répartition, une section minimale de 2,01 cm par mètre. Donc, soit 4 barres de 8. On a opté donc la même section. OK? Alors, là, c'était entravé. C'était d'abord de l'autre côté. Maintenant, je viens rapidement aux appuis. Au niveau de l'appui B maintenant, OK? Au niveau de l'appui B, alors, les moments, on a trouvé les moments MB égale à 9,200, donc 9248 Nm. Je fais la même chose. D'abord, le moment réduit. Je calcule le moment réduit. Je trouve sa valeur de 0,128. Je calcule également, je tombe dans toujours les pivots A. Je calcule alpha également. Je calcule Z. Voilà la section d'armature, 3,70 cm². Soit une section réelle de 3,92 cm par mètre. OK? Donc 5 barres de 10. Alors, pour les armatures de répartition maintenant, armature de répartition, donc je vais prendre les 3,92, OK, sur 4. La même formule, hein, donc je trouve toujours la section trop petite. On adopte également la section minimale de 2,01 cm², soit 4 barres de 8. OK? Maintenant, pour la poutre palière. Alors, la poutre palière, normalement, sa longueur sera donc la même longueur que la case de l'escalier. Donc, toujours le 2 mètres 05. Donc, en centimètres, ça fera donc 205 cm. OK? Le prédimensionnement, maintenant, je vais prédimensionner d'abord la poutre palière. Donc, c'est une poutre, donc la même formule. Ça sera L sur 15 inférieur ou égal à HT inférieur ou égal à L sur 10. Dès que je remplace, je trouve une valeur de 13,66 cm. Et donc, de l'autre côté, 20,5 cm. Je vais fixer ça à 20 cm comme la hauteur de la poutre palière. OK? Sa base étant B supérieur ou égal à HT sur 2. Donc, je prends la base. J'ai trouvé 10, mais je prends une base de 15 cm. Voilà. Alors, maintenant, la surcharge. OK? La surcharge, ou l'évaluation des charges et surcharge, justement, sur la poutre palière. Donc, la même procédure. Les poids propres d'abord. OK? Je calcule donc sa section, sa surface multipliée par la masse volumique du béton. OK? Je trouve cette valeur. Maintenant, je calcule ici donc. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi? La moitié du poids. OK? Justement, du plancher des repos. Ça sera comme ça. Donc, je prends. Ça sera donc multiplié par 1 mètre sur 2. Je trouve cette valeur ici. Alors, de l'autre côté également, je fais la même chose, hein, puisqu'il s'agit d'une poutre palière. C'est-à-dire la moitié également du poids de paillasse. OK? Dès que je calcule, je trouve la valeur que vous voyez ici. Alors, la charge totale, le PI, sera maintenant l'addition de 1012,5 plus 5538 plus 18015,75. Je trouve cette valeur ici. Regardez comment la poutre palière sera donc chargée. Vous voyez, là, vous avez la poutre palière chargée. Alors, maintenant, calcul des efforts. Je calcule d'abord les moments entravés. C'est-à-dire les M max sera dans le PL carré sur 8, puisqu'il s'agit d'une poutre isostatique. Et donc, je remplace directement, je trouve sa valeur de 12 905 Nm. L'effort tranchant aux appuis, le TA sera égal à TB, OK? Puisque c'est uniforme, donc ça sera justement le PL sur 2. Je trouve la valeur de 25 180 Newton. Alors, maintenant, les armatures longitudinales. Données des bases. Déjà, la hauteur est connue et de 20 cm. Et donc, il faut maintenant déduire l'enrobage. Donc, j'aurai justement le 15-2. Donc, ça dit D sera égal à 18 cm. Et la base B égale à 15 cm. Et donc, le M trouvé max étant égal à 12 905 Newton mètre. Donc, le moment, le MU, le moment sera égal à quoi? Je vais remplacer directement. Donc, je remplace. La valeur est là. Et puis maintenant, à partir de cette valeur, je vais faire directement sur 0,15 multiplié par 18 carré multiplié par 11,3. OK, je trouve la valeur de 0,173. Et donc supérieur à 0,186. Je tombe également dans le pivot A. OK, je calcule maintenant l'alpha ici. Donc l'alpha sera égal à 1,5 multiplié par 1 moins racine carrée de 1, ainsi de suite. Je remplace seulement par la formule. Dès que je remplace, je trouve la valeur de 0,239. Alors, le Z maintenant sera égal à 2. Je remplace, je trouve la valeur de 16,27 cm. OK? Alors, la section maintenant, la section d'acier ici, le MU,
sur Z mutué par la contrainte ST. Alors, dès que je remplace à partir d'ici, ça me donne la valeur de 2,28 cm², soit une section réelle de 2,355 cm². Donc, j'adopte pour 3 barres des 12. Alors, pour raison maintenant des dispositions constructives, nous admettons donc dans la partie comprimée également 3 barres de 8. Ok? 3 barres de 8. Alors, regardez maintenant la configuration de la suite. Ici, par exemple, j'enchaîne rapidement d'abord les armatures transversales. Concernant les armatures transversales, je vais commencer d'abord avec les diamètres. Vous avez donc le diamètre doit être donc inférieur. Ok? Les diamètres, c'est-à-dire quoi? Les diamètres ici, T, comme je viens de mettre ça ici, bien sûr, c'est pour les armatures transversales. Donc, le diamètre transversal doit être inférieur ou égal à M min. La formule est là. C'est juste question de remplacer. Donc, dès que je remplace directement là, je trouve la valeur de 8 mm. Donc, d'où je prends maintenant le diamètre des armatures transversales égal à 6 mm. Donc, barre de 6. Alors, l'espacement, le ST, doit être inférieur ou égal à M min. Je remplace, là derrière c'est simple, non? Donc je trouve un espacement de 15 cm. Or, le 1 mètre égale à 100 cm. Si je prends 100 cm sur 10, ça me donne 7. Donc j'ai directement le nombre d'espacements. Vous voyez? Donc d'où ici, j'aurai dans 7 barres, 7 H de 6 par mètre. Maintenant, le ferraillage de l'escalier. Regardez par exemple le plan d'armature de la poutre palière. Ça, c'est la configuration. OK? La configuration de la poutre palière. OK? Donc, vous avez par exemple ici 7 barres de 6, tel que calculé. OK? De l'autre côté, vous avez 3 barres de 12. Là, vous avez l'espacement de 20 cm. Et là, 3 barres de 8. L'équidistance ici est de 2,05 m. Ça, c'est vous avez également la coupe de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez, donc vous avez donc une bonne configuration, un bon détail à ce qui concerne le ferraillage justement de l'escalier, à ce qui concerne le plan d'armature de la poutre palière. Alors, à part ça également, vous avez donc une suite. Ici, par exemple, c'est le plan d'armature de la paillasse. Ok? Le plan d'armature de la paillasse et palier. Le plan d'armature de la paillasse et palier. Ici, ça fait 2,05 m. Vous avez tout ce qu'il faut. Là, c'est 4 barres de 8 par mètre. Là, 4 barres de 8 également par mètre. 4 barres de 8 par mètre. 7 barres de 10 par mètre. Et puis 4 barres de 8 par mètre. OK? Voilà, c'est beaucoup plus clair. Là, vous avez aussi l'autre coupe. Pour essayer un peu de bien voir ça. C'est bien détaillé. 4 barres de 8 par mètre. Ainsi de suite, comme je viens de dire là. Donc, c'est vraiment bien détaillé. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer concernant donc cette formation. Je pense que ça vous a plu, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Ok, donc c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où ça demande beaucoup de réflexion. Il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir en compte pour bien calculer votre escalier. Vous voyez, donc il ne suffit pas seulement de calculer comme un amateur, mais néanmoins il faut d'abord maîtriser tout ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, afin de bien calculer et dimensionner votre escalier. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation du chapitre 5 sur l'escalier. Ok, nous avons donc décortiqué la leçon du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez nos contenus. Alors, contactez-moi inbox pour développer encore une fois de plus vos connaissances à ce qui concerne des formations. Mes formations ne coûtent pas assez cher. Vous allez tout simplement acheter des formations. Je pourrai vous partager directement le fichier avec tout ce qu'il faut et je vais travailler ensemble avec vous. Excellente soirée les amis. Au revoir.